Bonjour et bienvenue à Colmar-les-Alpes en pleine transhumance avec Lionel Escoffier pour ce nouveau numéro de Prioritaire le Doc sur la laine mérinos d'Arles en compagnie de Michael Dalgrande avec qui nous allons aller de la toison jusqu'aux vêtements. Michael, il faut peut-être d'abord expliquer quel est ton métier. Ben alors, moi je suis commerçant des fibres, surtout des fibres nobles, ça veut dire du cachemire, du chameau, de la soie, mais on a aussi une faible pour la laine. Et toi, tu as un gros faible pour le mérinos d'Arles. Absolument, oui. Je suis vraiment tombé en amour avec le mérinos d'Arles. Nous allons aller avec toi donc de la toison jusqu'aux vêtements et évidemment, tu nous as amenés à Biella, de l'autre côté des Alpes, dans le Piémont. C'est là que tout se passe au niveau industriel pour la laine mérinos d'Arles que tu achètes ici. Et évidemment, tout commence par le lavage. Michael, tu m'expliques où on arrive et pourquoi c'est un peu exceptionnel de trouver ça ici encore en Europe. On est dans une des dernières peignages en Europe, c'est la Pettinatura de Vérone, et ils sont spécialisés sur des laines super fines. Ça veut dire des laines entre 11 microns et 19 microns. Ah oui, ça veut dire que quand on parle du mérinos d'Arles comme étant la laine la plus fine d'Europe, ici c'est de la laine grossière. Exactement, exactement. Ici, on parle de laine entre 10 € et 40 €, même 50 € le kilo brut. Plus c'est fin, plus c'est cher. Exactement. Questo è il primo passaggio della nostra attività perché da qui dipende la qualità della nostra lavorazione. La cosa importante è una miscela molto omogenea delle lane che sono più lunghe, più corte, più sane, un pochino più deboli, così la qualità è la stessa dall'inizio al mezzo alla fine della lavorazione. La lana rimane all'interno del box 1, 2, 3 giorni perché deve riprendere volume, rilassarsi. La lana è una fibra viva, allora dobbiamo lasciarla riposare, soprattutto dopo che è stata imballata, pressata. Quindi prima del lavaggio ha bisogno di guadagnare volume. Ça coûte cher en investissement, un outil pareil? Oui, ça coûte très très cher. Et en plus, la d'épuration de l'eau. Ça utilise beaucoup d'eau, j'imagine. Oui, exactement, beaucoup d'eau. Parce qu'il y a le lavage. Ouais. Tous ensemble, ça peut coûter plus que 30 millions d'euros. Et la production, c'est que de 4 millions de kilos par an. C'est pas beaucoup. Les propriétaires ici sont des maisons de luxe qui utilisent beaucoup de laine de ce genre-là. La nostra attività sembra un'attività semplice, è semplice, ma tutti i piccoli passaggi hanno bisogno di attenzione, di tempo, di qualità. Dall'inizio, dal blend, dalla miscela, al lavaggio, alla carderia, alla pettinatura, ogni passaggio richiede attenzione. La lana è una fibra viva, ha bisogno veramente di molte attenzioni, passaggio dopo passaggio. Per noi è motivo di orgoglio che la nostra attività sia ricercata anche da clienti stranieri. Ad esempio abbiamo clienti francesi. Noi lo facciamo con la massima attenzione perché noi lavoriamo le lane finissime dell'Australia, della Nuova Zelanda, così come le lane della Francia o altre lane italiane. Après lavage, la laine est cardée pour produire un premier voile et une première mèche qui est ici ensuite peignée de manière à paralléliser chaque fibre. Le peignage écarte encore certains débris végétaux, ainsi que les fibres trop courtes. C'est la blousse.
Un'altra cosa molto importante del nostro processo è che sembra una cosa banale, ma il lavaggio e tutti i passaggi del trattamento delle acque dopo il lavaggio necessitano di una cura maniacale. Abbiamo un impianto veramente specializzato che ci permette di trattare le nostre acque e ci permette di fare uscire le acque, distribuire le acque al consorzio quasi pronte per essere riutilizzate. Quindi arriviamo ad un livello veramente molto alto di qualità e una parte di queste acque viene ricircolata, riciclata nel processo. Questo per risparmiare il più possibile. La mèche est désormais prête à être filée et teinte, mais il va falloir encore de nombreuses étapes avant d'arriver aux vêtements en laine. Michael, on a vu le lavage, le cardage, le peignage, et pourtant on n'a toujours pas notre fil. Non, on est encore loin du fil. Bon, ben c'est incroyable. Mais on va continuer avec la filature. Je veux qu'on arrive au fil. Les industriels de la laine font la renommée de Biella dans le Piémont italien. Et chacun est spécialisé dans un secteur. Après le lavage, le cardage et le peignage, il va falloir de multiples opérations avant d'arriver au fil. Ici, nous sommes dans la filature des Ronco. C'est une filature à façon qui travaille pour tout Biella, aussi pour des autres maisons. Une filature qui a toutes les étapes, de la préparation à la mélange jusqu'au fil fini. Noi siamo una filatura pettinata, la nostra prima lavorazione è la mélange, dove iniziamo i primi accoppiamenti con i vari colori provenienti dalle tintorie. Qui abbiamo 4 passaggi, tutti questi passaggi servono sicuramente per melangiare il meglio possibile i colori e renderli il più uniforme possibile dall'inizio partita al fine partita. Un'altra lavorazione molto importante qui è la ulteriore pulizia di questi nastri, perché per quanto sembrano già pronti e perfetti, in realtà all'interno hanno ancora moltissime impurità, moltissime fibre corte che devono essere tolte, perché sennò poi si hanno problemi di regolarità in filatura. Tutti questi passaggi servono, fondamentalmente si può riassumere, per la qualità del colore, qualità del filo, è un continuo affinamento, pulizia, per arrivare a un filo top. Infine si va al finitore, che è la macchina ultima di questo reparto, dove si preparano le bobine e gli stoppini da caricare sul ring di filatura. On est à la fin de la préparation. On voit des bobines, mais pour l'instant, on n'est toujours pas au fil. Non, on n'est pas encore arrivé au fil. Ça, c'est la machine de la préparation. Et ici, le ruban était réduit de 25 grammes à 3 grammes. Et là, sur la machine, on est arrivé sur 0,3 grammes. Au niveau du par fil. mètre. Oui, d'accord. Par mètre, ouais. Et c'est ça qui va pouvoir enfin rentrer dans la fileuse. Exactement. La fileuse va affiner encore la mèche tout en lui donnant une torsion pour faire apparaître un fil résistant. La machine oblige le fil à s'enrouler autour du fuseau après un retors qui lui donne la solidité. Régulièrement, les opérateurs vérifient que le fil n'a pas cassé et le réparent. Il reste ensuite à dévider les fuseaux pour constituer une grande bobine de fil de laine. À la filature Ronco, c'est une machine entièrement automatisée qui achemine les fuseaux, les dévide
et les récupère pour obtenir enfin la bobine de fil nécessaire à d'autres industriels pour tricoter ou tisser des vêtements. Michael, on a enfin notre fil avec lequel on peut directement faire ces t-shirts par exemple. Oui, ces t-shirts-là, c'est fait avec une Un fil fil simple. Mais après, on peut utiliser des brins différents pour... C'est ça, parce que si j'achète une pelote de laine, c'est pas juste un petit fil comme ça. Ah non, 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 ils sont de plusieurs brins qui sont retordés. Ah, c'est ça, on les retord, on les met ensemble, on les assemble. Donc ça, c'est encore tout un tas d'opérations qu'on ne va pas montrer. Ça nous prendrait trop de temps, mais on va continuer tout simplement par la teinture et le tricotage. La teinturerie Ferraris est un des acteurs majeurs de la couleur à Biella, dans le Piémont italien. Et la laine Mérinos d'Arles, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, passe aussi par ici. Stefano, comment c'est possible? On continue d'inventer des couleurs aujourd'hui, on en a inventé des millions déjà. Mais les couleurs sont toujours les mêmes. On va changer seulement la tonalité. Le bleu plus clair, plus bleu, plus foncé, mais les couleurs sont toujours les mêmes. 5 ans derniers, tu pouvais utiliser des colorants au chrome qui actuellement sont interdits. Et donc, ce sont les types de colorants qui sont changés. Il existe différentes techniques de teinture. On peut teindre la mèche avant filage ou plus économique, le fil en bobine. Il faut faire des gros investissements, surtout sur le type de machines. Nous avons fait des gros investissements sur le photovoltaïsme, sur la dépuration de l'eau, beaucoup d'investissements surtout sur la durabilité. Pour les petits teinturiers, c'est très compliqué. Parce que pour rester dans les marchés, tu dois faire de gros investissements. À Biella, 10 ans au dernier, existe plus ou moins 40 teinturiers, plus ou moins. Maintenant, je crois qu'il y a 5. Le fil peut désormais passer au tricotage, pour commencer l'élaboration du vêtement. Michael m'emmène maintenant dans un univers surréaliste. Chaque machine tricote en continu, ce qui m'apparaît comme de grandes chaussettes. Alors tu peux m'expliquer ce que te permet cette machine? Alors, c'est une machine qui tricote circulaire. Ça veut dire qu'il fait un tube, dans ce cas très large. Et en plus, ça nous permet d'utiliser aussi des fils très fins. Et de couleurs différentes alors? Aussi, dans ces cas, ça c'est écrit, mais aussi des couleurs différentes. Ça s'appelle double face. On peut mettre une couleur d'un côté et l'autre couleur de l'autre côté. Tu me montres ce que ça donne? Je te vais montrer. Alors Eric, regarde, ça c'est un tricot double face. Tu vois, un rouge sur un côté, un rouge plus clair sur l'autre côté. Mais la particularité, c'est que on a un fil orange au milieu. Et cette fil orange donne une trois-dimensionnalité au tricot. Une profondeur, En profondeur. au tissu. Ouais. Ça veut dire le pull il est réversible et on a comme si on avait deux pulls en un. Exactement. Il est complètement réversible. En plus, un filet derrière en laine matière, laine. Ah, pour évacuer la transpiration. Exactement. Et ça, c'est à la fois la maille et le fil qui donne ce résultat Ce sont final. les deux, oui. La maille, c'est important. Elle doit être pas trop large et aussi pas trop serrée pour trouver l'équilibre entre les deux. Et aussi, le fil est important parce qu'on doit avoir une laine de qualité avant pour donner une certaine élasticité au fil. Parce que là, il n'y a que de la laine Mérinos d'Arles, il n'y a pas de lycra ou d'élastane. C'est 100% Mérinos d'Arles, aucune lycra dedans avec une stretch naturelle. Chaude l'hiver, fraîche l'été,
La laine mérinos d'Arles est thermorégulatrice, très bonne barrière anti-UV et bactéricide. Elle ne prend pas les odeurs de transpiration qu'elle évacue rapidement. Il n'y a aucune raison qu'elle reste le monopole des randonneurs. Michael, dans ta démarche au départ, il y avait la volonté de revaloriser la laine mérinos d'Arles. Mais pour ça, il faut la distinguer, il ne faut pas qu'elle soit mélangée au reste. La clé, c'est quoi? C'est le consommateur qui va s'intéresser à la traçabilité. Quelles sont les limites du travail que tu peux faire? Ben, bien sûr que le consommateur, c'est lui qui décide. Mais sur l'autre côté, il faut aussi trouver les clients, ça veut dire le transformateur qui s'intéresse pour cette laine. Il y a les deux. Là, il a fallu que tu convainques tout le monde à Biella pour cette histoire. À Biella, dans le monde entier. Oui. Il y a quand même de plus en plus de marques. Toi aussi, ça t'arrive de travailler de plus en plus avec des marques qui mettent en avant la traçabilité parce qu'on sait qu'il y a une volonté du consommateur de ne pas se faire avoir, de ne pas forcément acheter. Tout le monde n'achète pas de la fast fashion pas chère qui change tous les jours. Il y a des gens qui ont une démarche différente quand même. Oui, il y a des entreprises qui mettent l'éthique des vents, ça existe. Mais il y a aussi beaucoup de greenwashing. Ah, beaucoup d'éco-blanchiment. Ouais. C'est-à-dire que ça devient aussi un argument marketing. Exactement, exactement. Comment fait le consommateur du coup? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme indication pour ne pas se faire avoir? Alors, le mérinos d'Arles, c'est une matière de proximité et de qualité. Il ne vient pas mélanger avec des autres laines. Comme souvent, un produit qui vient de la Chine, presque 100% des cas, il est mélangé avec des autres laines. C'est jamais pure Australie, jamais pure Nouvelle-Zélande. Après, il y a des limites. Même le t-shirt qu'on porte, pour qu'il soit vraiment, qu'il ne gratte pas, tu as été obligé de prendre de la laine d'ailleurs encore plus fine. Parce que le mérinos d'Arles, qui était peut-être très fin sous Napoléon Ier, il n'est plus aussi fin aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il a perdu beaucoup de cette finesse. En théorie, on peut revenir, mais la retrouver, mais ça prendra du temps. Exactement, et ce n'est pas si simple. Mais il a des données qui sont vraiment très particulières. Les gonflants, on ne trouve pas ailleurs. On ne trouve pas en Australie, on ne trouve pas en Nouvelle-Zélande. On ne trouve que dans le sud de la France. D'accord. Alors tu as voulu nous montrer comment le mérinos d'Arles pouvait terminer dans les fabrications les plus luxueuses. Tu nous as amenés dans une maison emblématique qui fabrique beaucoup de tissus pour des costumes de luxe. On est allé toujours à Biella, chez Nino Cerutti. Ici, nous sommes chez Fratelli Cerutti. Ouais. Ils font du fil jusqu'au tissu. Toute l'unité fait du tissu en laine pour des costumes principalement Principalement pour des costumes hommes. C'est un nom très connu. Oui, Nino Cerutti, c'est le nom connu. Oui. Aujourd'hui, l'usine est toujours propriété d'une famille de Biella dans le Piémont italien. Mais jusqu'à son décès en 2022, c'était le siège de l'entreprise créée par Nino Cerutti. Après, on va voir parce qu'il faut appeler Nicolas pour la retouche. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est le montage et construction de la chaîne. Dans un tissu, il y a le fil de chaîne et le fil de trame. Voilà, fil de chaîne qui va dans une direction, le fil de trame qui part à droite et à gauche. Et là, on constitue juste la chaîne. C'est juste la chaîne. Qui va être montée après sur les métiers à tisser. Sur le métier, exactement. Et la longueur de la chaîne, ça peut être tous entre 50 mètres jusqu'à 1000 mètres. En sortant de l'ourdissoir, les fils de chaîne, qui font l'ossature du tissu et sont les plus solides,
doivent être fixés un à un sur le métier à tisser, avant de lancer le tissage, qui s'arrête parfois en cours de route, le temps de rattacher un fil qui a cassé. Au fur et à mesure de sa fabrication, le tissu de laine s'enroule, mais avant de partir en confection pour devenir un costume, il va y avoir encore de multiples opérations. Michael, on est où ici? Qu'est-ce qui se passe? On est au tribunal. Au tribunal. Ouais, voilà, c'est très passe. Il s'appelle le tribunal parce que c'est un contrôle technique des tissus. À la main. À la main, chaque centimètre carré est contrôlé. C'est un travail très très fatigant. Et on voit qu'elles enlèvent des petits défauts. Qu'est-ce qui peut rester? Ben, un petit végétal encore dedans, des impurités, peut-être même un petit trou. Et personne n'échappe au tribunal. Personne. Michael, passer au tribunal, ça suffit pas. Il y a encore des étapes. Non, c'est pas la dernière étape. Après, c'est l'ennoblissement. Ça veut dire que les tissus viennent laver ou fouler. Après le lavage, le foulage a pour but de resserrer les fils, de donner à l'étoffe plus de souplesse, de corps, de moelleux et une douceur caractéristique au toucher. Mais il faut encore une étape dans l'annoblissement, après séchage. Et après, ça passe dans une machine qui s'appelle la rameuse. C'est une sorte de four, c'est ça? Oui, c'est une four avec des températures très très hautes qui fixe les tissus, que ça ne bouge plus après. On ne se permettrait jamais de faire ça, de la laine. Ah ben, c'est pas la même chose, non. Il faut avoir des savoir-faire, mais c'est vraiment important. Ici, on travaille pour toutes les marques de luxe. Surtout des marques de luxe, oui. On trouve du mérinos d'Arles dans tout ça? On trouve aussi des mérinos d'Arles et on est très fiers qu'ils utilisent des mérinos d'Arles et j'espère qu'ils vont être un gros succès. À suivre donc. À suivre. Grâce à Nino Ceruti, le costume en laine est devenu la référence dans l'élégance masculine. Gageons qu'il le restera encore longtemps. Michael, ton objectif, c'était de sortir la laine d'une simple variable économique, j'imagine. Oui, pour beaucoup de entreprises, la laine, c'est juste une matière première, et rien d'autre. Il n'a pas une identification spécifique, mais le mérinos d'Arles, c'est beaucoup plus. Avec l'histoire des Marie-Antoinette, le gonflant qui est vraiment très particulier, la qualité de la laine, il faut faire la sortir, d'être pas seulement une matière première. On pourrait faire une appellation d'origine pour protéger ça encore plus. Oui, cette histoire, tout ce avec patrimoine. La maison dans la Trans-Simon, c'est la MRE. On a déposé un dossier pour faire une appellation pour le mérinos d'Arles, pour la laine. Quand on dit qu'il suffirait que les Français achètent 2 paires de chaussettes de mérinos d'Arles par an et c'est bon, les 800 tonnes seraient placées, ça te fait rire ou comment tu réagis? Ben, c'est une mathématique un peu rigolo. Ça sera l'idéal, mais franchement, la réalité, c'est bien différente. La laine, déjà dans le monde entier, ça fait même pas 2% de la production des fibres dans le monde entier. Et la consommation en France, c'est plutôt, comme dans toute l'Europe, c'est plutôt des polyesters, de polyamide. Et la laine, ça fait peut-être même pas 10%. Pourtant, on l'a vu avec la pollution dans les mers, avec les avantages de cette fibre naturelle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Moi, je vous conseille de rester vigilant et de faire attention à ce que vous achetez afin que nos éleveurs puissent trouver un débouché, continuer à entretenir ces merveilleux paysages. Et ça, c'est très prioritaire.